entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute. Je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sûr sur Châtel TV, la chaîne qui se donne l'ambition de nous aider à changer nos lunettes. Changer nos lunettes, c'est simplement changer notre regard sur la vie, changer notre regard sur les situations de handicap qui nous environnent. Et comme on le dit souvent, c'est possible qu'il y en ait autour de nous sans qu'on ne le sache. Et pour en parler cette fois-ci, comme à chaque fois d'ailleurs, soit nous sommes avec un parent d'enfants à besoins spécifiques, soit nous sommes avec un spécialiste comme lors des dernières productions qui nous explique ce que c'est le handicap en question. Et pour l'occasion de ce jour, nous avons l'immense plaisir et le privilège d'accueillir ici dans notre studio une formidable maman. Elle est maman d'un enfant autiste, elle s'appelle Karine Gouet. Bonjour tout le monde, je suis Karine Gouet, maman d'un enfant autiste, Enzo Ryan, de 17 ans, qui vient d'avoir son probatoire à 4 espagnols. Je suis aussi promotrice du centre Nurse Move Center à Makepe Happy Sport, qui prend en charge les enfants autistes, trisomiques et parfois TDAH ou IMC, mais IMC c'est pas encore trop ça, mais bon, par la grâce de Dieu ça va le faire. Donc voilà. Ok. Karine, comme elle l'a dit, elle est maman d'un beau garçon, il faut préciser. Un beau petit jeune homme de 17 ans qui vient justement avec brio de décrocher son probatoire A4, une façon aussi de, comment je vais dire ça, de faire mentir certains pronostics qui veulent que, ou certains préjugés ou clichés si vous voulez, qui veulent que quand on parle d'un enfant autiste, qu'on se dise qu'en fait, ils vont jamais bien loin. Et nous avons le privilège de la recevoir ici aujourd'hui pour partager avec elle son vécu, son ressenti, ses expériences, son parcours avec son fils Enzo. Et tout de suite, justement, on va rentrer dans la première question, celle de savoir à quel moment est-ce que, quand tu le fais ton bébé, est-ce qu'il est né normalement? À quel moment est-ce que tu ressens qu'il est différent? Parce qu'il y a toujours un début. Hein, oui, bien sûr. En fait, Enzo, quand je suis enceinte, en voie d'accoucher et tout ça, la grossesse est passée normalement, j'avais la pêche et tout. Et à l'accouchement, déjà, je devais accoucher par voie basse. En premier part, je devais accoucher par voie basse, mais ça n'a pas été le cas. Le stress, la prééclampsie même déjà, j'avais déjà pris du volume au point où on ne me reconnaissait même pas. Il a été suggéré que je sois opérée. Voilà, et que ce soit une césarienne. Donc, Enzo n'est pas césarienne, moi je suis dans le coltard, je ne savais pas trop où, voilà. Moi je me lève, la première question que je pose, est-ce qu'il est beau? Tout le monde éclate de rire, la première question, est-ce qu'il est beau? Eh ben, tout le monde éclate de rire dans la salle, moi je ne comprends pas, je me rendors et tout. Bref, tout ça, je sais que Enzo, je soupçonne l'autisme d'Enzo à partir d'un an et quelques, 1 an et demi, voire. Qu'est-ce que tu vois en fait? Il est différent, genre, on l'appelle, il ne regarde pas dans les yeux, il regarde fuyant, et il ne vient pas facilement vers les autres, il est dans son coin, il tire ses fesses quand il veut ramper. Donc, plein de petites choses qui étaient drôles au début, mais qui au fur et à mesure, à 1 an, quand un enfant est censé dire peut-être papa, maman, lui, il ne disait pas encore. Et tout le temps dans sa bulle, vraiment renfermée et tout. Et quand il entend une publicité à la télé, il court. Il vient, il regarde. Dès que la publicité finit, il rentre s'asseoir. Au début, la famille a pensé à la surdité, au fait bref, on a pensé à plein de trucs. Mais l'autisme, c'est pas trop ça. Parce qu'à l'époque, justement, l'autisme n'était pas connu, vulgarisé, entre guillemets, comme aujourd'hui. Mais toi, tu connaissais parce que tu y as pensé. Comment tu fais pour penser à l'autisme à ce moment-là? Je ne pense pas, je ne mets pas un nom sur la différence. Ah, d'accord, ok. C'est avec du recul que tu peux dire que... Avec du recul, le spécialiste, c'est le spécialiste, même ça, un spécialiste qui met le nom sur la différence et qui a des doutes, qui, je ne sais pas trop, peut-être, machin et tout.
Et au final, le diagnostic tombe, Enzo autiste. Bah, Comment tu vis ça? Comment tu vis ça? un coup de massue, c'est le stress, c'est... Je suppose que jeune aussi, tu l'étais. Très jeune. Parce que là, tu es jeune et tu es un petit monsieur. Donc, j'imagine qu'à cette époque-là, tu étais beaucoup plus jeune. Je l'ai eu très tôt. Et après, quand on me dit il est autiste, on va dire que j'ai pas réalisé. Je peux même pas réaliser parce que je sais pas ce que c'est. Je peux pas savoir ce que c'est. Je comprends même pas. Je me dis bon, de toutes les façons, j'ai un enfant. C'était ça le truc. Et il est beau. Il est beau. Non, mais il est très beau. Il est très beau. On va dire que toutes les mamans disent que leurs bébés sont beaux. Mais moi, chérie, il est trop beau. Je l'appelle mon petit prince. Donc, quand le diagnostic tombe, je ne suis pas assez mature pour comprendre le sens même du truc. Et puis, on ne parle pas de maladie à cette époque non plus. Mais je comprends pas. Je me dis peut-être ça va passer. Mais en grandissant, en vivant certaines expériences, en rencontrant des spécialistes, en rencontrant plus de personnes, de parents même, et tout, c'est là où justement je prends conscience du fait qu'il est autiste et ça ne va pas guérir. Et c'est là où je comprends même, je commence même à faire la différence du fait que la maladie, elle se guérit, mais ce dont souffre Enzo, ce que Enzo a, ça ne se guérit pas. Donc c'est là où, voilà. Ok. Et à ce moment-là, quand tu le vis comme ça, comment est-ce que toi, tu le vis comme ça, mais autour de toi, ça se passe comment? Comment est-ce que ton entourage le prend? Oula. Le diagnostic. Mon entourage le prend, on savait. On savait parce que je commence à paniquer, pas par rapport à moi étant maman, mais par rapport au comportement de mon entourage. Oh, il est sourd, oh, il est aveugle, oh, il est ceci, oh, il est cela. Donc, beaucoup d'étiquettes, mais des étiquettes parfois blessantes, parfois frustrantes, parfois agaçantes même. Mais personne ne met vraiment le doigt dessus. Et quand on entend la musique, la publicité, Enzo va regarder la télé, mais non, il n'est pas sourd en fait. Il ne veut pas vous parler, c'est tout. Quand il y a une belle image, plein de couleurs, il est là, gaga devant la télé. Non, il n'est pas aveugle. Mais donc, en fait, c'est pas le questionnement, mais la réaction de l'entourage qui m'amène à me poser des questions, qui m'amène à justement consulter déjà un pédiatre qui me dirige. À force d'entendre ce genre de remarques. Des remarques blessantes, des remarques agaçantes. Moi, j'ai un tempérament assez chaud et je prends même très mal la chose, mais après, je me dis, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il faut quand même écouter et voir. Pourquoi pas? Je ne perds rien à... Et puis, c'est là où, voilà, quoi. Le diagnostic est tombé. Ok. Et il faut dire qu'entre-temps, Enzo et toi, vous avez fait votre chemin. Au niveau de sa scolarisation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a pu commencer l'école dans les, j'allais dire, 3-4 ans? Est-ce qu'il a pu être scolarisé tôt? Justement, quand le diagnostic tombe, il est scolarisé très tôt parce que on se dit il est autiste. Non, avant même qu'on lui dise qu'il est autiste, on se dit d'abord, en le sociabilisant, il va apprendre le langage. Ça va aider dans le langage parce que quand on nous dit qu'il est peut-être, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, on se dit, bon, il a déjà quoi, 2 ans. Il va à la prématernelle. Non, à la crèche. Il va à la crèche, il suit le parcours normal. Crèche, petite section, moyenne section, tout le tatouage. Et toujours pas. On se dit, bon, en restant avec les autres dans les écoles dites normales, toujours pas. Mais je ne perds pas espoir. Parce que même si je sais ce que c'est, on me dit autiste, mais on ne m'explique pas ce que c'est. On ne m'explique pas ce que ça implique. On ne m'explique pas ce que je dois affronter derrière ça. Ça reste un gros mot. Voilà, en fait. Ça reste un gros mot qui n'a pas de sens pour moi, ni pour son papa d'ailleurs. Et on va dire, on l'a fait à la bonne franquette. Ça veut dire que c'est un enfant. Autiste, pas autiste, on ne sait même pas ce que c'est un enfant. Et c'est là-dedans que je me suis lancée. Enzo, c'est un enfant. Quand on l'inscrit, on espère que le langage va être délié, on espère. Que la mayonnaise va prendre. Voilà. Mais l'environnement dans lequel il est n'est pas propice pour lui. Où il se renferme encore plus. C'est quelqu'un de très, pas nerveux, mais quand même, genre, touche pas à mes choses, hein. Sinon, une fois, je suis convoquée à l'école parce il était très calme. Et même la directrice me dit, il était très calme. C'est un peu genre, laisse-moi tranquille. Mais un enfant à pousser,
il a bousculé l'enfant, mais en bousculant l'enfant, les cheveux de l'enfant sont restés entre ses mains. Ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas forcément leur force, même très, très jeunes. Et donc, tout ça, là, ce sont des signaux extrêmement alarmant. On l'enlève même de cette école 2 ans plus tard. On l'envoie dans une école pour autistes, la première école pour enfants autistes au Cameroun, particulièrement à Douala. Mais le suivi n'y est pas forcément, parce que l'enfant dans la classe, il ne reste pas dans sa classe d'autistes. Il va dans les classes où on apprend à lire, à compter. Et c'est comme ça qu'il se balade, il va, il monte, il descend et tout et tout. Les encadreurs, à l'époque, j'étais collègue avec celui qui est devenu par la suite son orthophoniste, Mao Massogré. Du coup, c'est lui, étant dans cette école, qui me dit, toi, ne m'embête pas l'enfant, hein, vraiment, ne m'embête pas l'enfant et tout. Après, je lui dis, tu sais quoi, vraiment, votre école, là, même est trop chère. Vraiment, moi, j'ai pas d'argent, j'enlève l'enfant de cette école-là. Je l'envoie dans les écoles plutôt, voilà, c'est comme ça qu'il évolue petitement, doucement, à son rythme, hein. C'était pas toujours le même rythme que les autres, parce qu'il quittait toujours sa classe à lui, il s'ennuyait. Donc, on a très vite compris qu'il s'ennuyait. Mais pour écrire, c'était la catastrophe. Il ne voulait pas écrire. Il ne voulait pas écrire. Après, avec son papa, il y a eu un break, il y a eu une cassure même, où il s'est retrouvé avec l'enfant 1 an, 2 ans. Et quand moi, je récupère l'enfant, c'est pas toujours ça non plus. Il faut que je réapprenne. Que je réapprenne à être maman, et surtout qu'il réapprenne à connaître sa maman. Parce qu'un enfant, on se dit, un enfant de 3, 4, 5, 6 ans, il oublie vite. 7, 8 ans, il oublie vite. Ou bien peut-être il va, et surtout qu'il est autiste, et on ne sait toujours pas ce que c'est. Il fallait se réadapter et se reconnecter. Voilà, et il y a eu ce manque d'amour-là, maternel, ce mal d'amour maternel. Genre, il n'était pas avec vraiment sa maman. Et on va dire quoi, on dit vulgairement, le sang suit la veine, ou c'est la veine qui suit le sang, un truc comme ça. Comme pour dire que quand on se retrouve, il sait que c'est sa maman. Il va taquiner, là, il sait que, ouais, Nganou à côté, on va rien me faire, voilà, et tout. Donc, ce genre de choses, c'est comme ça qu'on réapprend à s'aimer, on recrée notre lien mère-fils. Et dans les écoles, quand je me suis dit, bon, moi, j'ai pas d'argent, après le break avec le papa, même si il y mettait la main, c'était pas trop ça non plus, parce que l'enfant avait des besoins spécifiques. En grandissant, moi aussi, parce que quand je l'ai tôt, moi aussi, derrière ça, je grandis, j'apprends. Un peu à la dure. Voilà, j'apprends à la dure. Je me documente. Voilà, il faut faire avec. Même si derrière ça, mon concept, c'était je suis maman avant tout. Autiste ou pas, ça ne me concerne pas. Je suis d'abord maman. Je dis que l'enfant, j'évolue avec l'enfant. Et puis, quand on rencontre des médecins, des pédiatres qui disent que non, comme il est comme si, on vous a dit autiste, et là, le pédiatre commence à dire que, ok, autiste, ça veut dire que il doit voir telle personne, il doit suivre tel parcours, il doit, et puis, voilà. Et avec ces nouvelles informations, là, tu commences à mieux cerner ou comment dire, à mieux gérer? Pas du tout. Même pas? Pas du tout, même pas. Je me préoccupe même pas de tout ça. C'est un enfant, il a besoin d'amour, il a besoin d'éducation. Basta. Le reste là, vraiment, c'est pas. À l'école, c'est la cata. Parce que quand je le récupère entre les mains de son papa, il est au CE1, il a quoi? 7 de moyenne. Moi, je pète un câble. Je me dis comment un enfant, peu importe comment il est, 7 de moyenne au CE1, c'est pas normal. Quand je le récupère, si je récupère pendant les fêtes du premier trimestre, décembre, deuxième trimestre, il a 11 de moyenne. Troisième trimestre, il a 13 de moyenne, ce qui fait en sorte qu'il passe au cours élémentaire 2. Donc, il passe au cours élémentaire 2 même, on parle facilement là, genre, Enzo écrit, Enzo n'écrit pas. Enzo lit, il commence à très très bien lire. On travaille dessus. Moi, je suis très à la dure, quoi. Et c'est un enfant. Je ne vois pas l'autisme, je vois l'enfant qu'il faut éduquer, qu'il faut accompagner, qu'il faut et tout. Je me dis, voilà, Enzo, tu vas à l'école, il est à l'école, il faut ci, il faut ci, il faut ci, il faut ça. Mais par contre, toujours, c'est un autiste. Quand je vais à l'école, je dis, s'il vous plaît, prenez-les comme ça. Il ne faut pas taper, il ne faut pas trop crier, sinon après il est
pardon, faites-ci, faites ça. Parfois même, je monnaie pour que justement le suivi soit... parce que c'est une école normale, c'est pas une école adaptée. Et voilà, quand il évolue là et tout, moi, le jour où je sais que mon fils, je prends conscience que c'est un être humain à part entière même, c'est quand un jour il rentre de l'école, je suis tellement en colère, tellement énervée, les cahiers sont vides, il n'a pas écrit. Je demande, mais c'est quoi ton problème? Je gronde, je crie, je lui donne ma mine fessée, et puis voilà, l'impatience, la frustration et tout. Je me calme. Les remords, je le reprends vers moi, je lui fais des câlins et tout, et tout, et tout. Enzo, on a dit quoi à l'école? On a dit, j'ai écrit. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je me mette écrit. Le maître a dit quoi? Enzo m'a carrément fait tout un résumé. Il t'a rendu le cours, en fait. Le cours qu'il n'a pas écrit, mais qu'il a gardé dans sa tête. Au départ, je suis contente parce que je me dis, ok, j'ai trouvé ma formule, je peux gérer avec lui ce qu'on ne fait pas à l'école, mais je me mets à paniquer parce que je me dis, en fait, c'est une machine qui va bugger à tout moment, en fait. Parce que si c'est un ordinateur, il garde des informations dans sa tête, mais ça veut dire que si les informations, on n'extrait pas les informations de l'ordinateur, l'ordinateur peut planter. Et là, il s'agit d'un enfant très jeune. Et voilà, je commence les courses, pas de travail, j'arrête même l'école. Ça devient, mon fils devient ma vie. C'est un peu trop mère poule de dire ça, mais mon fils devient ma vie. Il devient le centre de ta vie, en fait. Le centre de ma vie, l'épicentre même de ma vie, parce que il faut gérer le manger, il faut gérer la personne, il faut gérer les caprices d'enfants, il faut gérer les caprices d'autistes, il faut gérer l'école, il faut gérer, donc c'est ma vie en prend un sacré coup. Jeune maman, célibataire déjà à l'époque, et je rentre carrément dans ma bulle. Quand aujourd'hui mes amis me disent que je suis autiste aussi, ça me fait rire, mais quand je me souviens qu'à l'époque, c'est ce que j'ai fait, et effectivement, j'ai compris que moi aussi, je suis rentrée dans une bulle où il n'y avait que nous deux. Où j'avais même carrément exclu le papa, entre guillemets, où c'était, on a créé notre vocabulaire, on a créé notre façon de fonctionner. Vous avez créé votre monde. Voilà, on a créé notre monde, on a créé notre façon de nous exprimer quand il y a des gens, parce que le langage n'était pas toujours courant. Ils ont commencé à parler à quoi? À 7-8 ans. Donc, c'était pas toujours ça, mais quand il avait des brides, il a commencé par l'écolalie. Donc, c'est quand j'essaie de capter un soupçon de ceci, et puis je reproduis, et puis je fais comme ça. Donc, c'était... C'est un parcours, en tout cas. Voilà, un sacré parcours. On est obligé de se réinventer en tant qu'être humain. Et pour être honnête, à l'époque, je ne me considérais pas comme une maman, je ne me considérais pas comme un parent, je me considérais comme une jeune fille qui a eu un enfant. Mais en grandissant avec Enzo, je deviens maman à temps plein. Tu réalises? Ah oui, maman de part entière, maman câline. Vous savez, moi, dans ma tête, c'est que je suis égoïste. Mais quand j'apprends, c'est sur lui que j'ai appris à aimer, en fait. Que je sais ce que c'est que l'amour d'une maman. Genre... s'il a un bobo, je préfère que ça m'arrive à moi plutôt qu'à lui, pour le protéger, pour tout. Donc, Dieu aidant, nous en sommes là. Et ben, on voit que tant bien que mal, justement, entre le rose et le noir, c'est le nom de cette émission. Vous avez avancé, vous avez évolué tous les deux, et bah, aujourd'hui, là, son probatoire. Mon probatoire, c'est ton probatoire. C'est le tien ou c'est le sien? Non, c'est le nôtre. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Tu es fière? Un soulagement. Plus que de la fierté, c'est d'abord un soulagement. C'est un monsieur. C'est un être humain. Il devient un homme. C'est un homme, je ne veux pas dire ça, c'est d'abord mon bébé. Je ne veux pas voir l'homme, mais c'est un être humain. Il peut réussir par lui-même, il peut réussir de lui-même. Il peut briser des barrières. J'ai du mal à accepter ça. Il peut ne plus avoir besoin de moi, mais voilà, c'est Enzo allait composer. Pour la petite histoire, en classe de 3e, Enzo allait composer son BEPC. Il avait la perfusion. On allait, je l'accompagnais tous les matins. Perfusion, comme j'ai fait ma formation d'infirmière, dans le lot de Enzo m'a poussé à vous de passer.
j'ai fait je lui mettais la perfusion en infirmerie. Il a composé avec sa perfusion. Jusque-là, je me dis, ah, le BPC, peut-être c'est la chance. Et finalement, il a eu ce BPC. Oui, bien sûr, il a eu son examen. Et même là, je ne prends même pas conscience du fait que maintenant, ça me balèze. Mais le probatoire, une fois, on appelle le mur de Berlin. Mon fils l'a fait. BPC une fois, probatoire une fois. Par la grâce de Dieu, jusque-là, il n'a pas encore repris de classe. Je dis, waouh. Maintenant, je prends conscience que c'est un être humain à part entière. En dehors du fait que je sois sa maman, en dehors du fait qu'il y a cette petite fierté-là, mais c'est d'abord, c'est un monsieur. Comme il aime dire, maman, je suis un homme. Mais un homme, c'est soulagement, oui, maintenant. Mais je ne reviens toujours pas. Parfois, quand je regarde encore le matricule, quand j'ai tapé pour qu'on m'envoie les informations, j'ai toujours tendance à penser qu'on peut effacer le admin. Donc, vraiment, c'est un énorme soulagement. Et par rapport à ça, je dis aux parents dans la même situation que moi, qui vivent pire que moi, qui vivent moins que moi, il ne faut pas baisser les bras. C'est notre têtutesse, notre force de caractère que Dieu nous a donnée, notre détermination sans faille, qui fait en sorte que nos enfants sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Autistes pas, hein? Autistes pas. C'est cette bataille non-stop qui fait en sorte que nos enfants sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ok, là on a parlé de toi, comment tu enjoys le résultat et tout, mais quand tu le regardes lui, est-ce que tu as l'impression qu'il est conscient de sa réussite et tout ça? Enzo, la conscience, je ne sais pas. Enzo, pour lui, c'est tant que maman est contente, il est content. Tant que maman est fière de lui, ça va. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Je ne sais pas vivre par procuration, quoi que ce soit, rien à voir, ou je ne sais pas quoi. Mais on a une relation fusionnelle. Et j'ai l'impression parfois, comme il a été très difficile même dans l'alimentation, parfois je viens lui demander, Enzo, tu veux qu'on prépare quoi aujourd'hui? Mais bizarrement, j'ai déjà dans ma tête ce qu'il va me répondre. Et ce sont les jours comme ça, hein. Et effectivement, c'est ce qu'il me dit. Et même quand il a son examen aujourd'hui, j'ai l'impression que le fait que je sois fière de lui, le fait que je sois contente pour lui, fait en sorte que il se... Voilà, maman, je suis un homme. Donc, en fait, c'est ça le truc. Maman est fière de moi, maman est contente, ça va. C'est le plus important. Est-ce qu'il a conscience du fait de ce que ça implique pour lui? De ce que ça veut dire d'avoir un probatoire? Je ne pense pas. De manière un peu concrète, je vais un peu... connais un peu, je sais pas, une image, moi je suis visuelle. Oui. Quand tu tapes le code, il est admis. Comment tu fais pour lui dire? J'ai raconté à tout le Cameroun avant lui. J'étais sur une moto, j'étais en train d'aller au travail et son professeur d'espagnol m'appelle. La mère, c'est déjà sorti, il faut vérifier. Comme on dit vulgairement, le cœur tombe dans le ventre. Et quand je sortais, je me souviens bien, quand je sortais ce jour-là, je ne savais pas pourquoi, mais je lui ai dit, donne-moi quand même ton matricule, on ne sait jamais. Et puis, je ne suis même pas sûre que s'il avait échoué, j'allais dire j'allais même pas dire aux gens. Je lui ai dit, donne-moi quand même ton matricule, on ne sait jamais. Je le mets dans mon portefeuille, je prends ma moto pour aller travailler. Et quand son professeur m'appelle, je suis tout en panique. Je prends le truc, je regarde. La première personne que j'appelle, logiquement, c'est le papa. Il crie, il est content et tout, et tout. Je lui envoie même le screenshot du truc. Après, c'est la grand-mère. Vraiment, j'ai appelé tout le Cameroun. Lui, il était à la maison. Moi, j'étais en train d'aller travailler. Bah oui. Et il ne m'attendait même pas parce qu'il ne savait même pas. Il t'attendait comme tous les jours. Comme tous les jours, quand maman va travailler et tout. Et je dis, tout le Cameroun est au courant par lui. Et quand je rentre, je lui ai acheté sa bouteille de jus préférée. Il voit dans le sac. Il sait que maman lui fait souvent des cadeaux. Mais, coucou chérie, coucou maman d'amour. J'ai une surprise. Il dit, c'est quoi maman? On a commencé à sauter comme des zinzins. Mais il sautait par mimétisme en fait. Ouais. Mais pas parce qu'il sait ce que ça implique. Maman est contente, maman est surexcitée. Mais en fait, et puis il me dit, tiens, papa. Je dis, oui, j'ai dit à ton père était le deuxième au courant. Il dit, ah, d'accord, ça va. Et il est parti. Il me dit, oh, j'ai même pas bien enjoyé avec lui et tout ça. Il a récupéré sa bouteille de jus dans mon sac, il est parti avec. Ok, waouh.
Ce qui est sûr, c'est que au fil des ans, c'est clair qu'il y a eu des progrès. Bien sûr. Parce que comme tu nous l'as expliqué, quand tu le récupères à un moment de son parcours, c'est pas ça du tout. Et tu prends les choses en main et puis il remonte la pente. Finalement, il rentre au secondaire et puis là, il est presque en train de sortir. Ouais. À un pas. Il est à un pas de sortir de là. Est-ce que c'est un modèle, c'est un schéma qui n'est pas courant dans le monde de l'autisme. Est-ce que tu as souvent le retour de ce que moi j'appelle ça le club des non-alignés. Ça veut dire ceux qui, lorsqu'ils sont avec les neurotypiques, sont pas assez bien pour être neurotypiques, entre guillemets, et lorsqu'ils se retrouvent avec les autistes, sont un peu trop bien pour être autistes, entre guillemets. Je sais que tu comprends ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu as parfois ce retour-là de que ton fils, il avance à l'école, il n'est pas autiste? Bah oui, très souvent. Très souvent. Et dans le bon sens, c'est blessant. Dans le bon sens, je vais dire ça comme ça, pour être poli. C'est blessant parce que une personne ayant notre parcours, ayant vécu ce qu'on a vécu, ayant subi ce qu'on a subi, les humiliations, les insultes, les moqueries, tous les noms d'oiseaux ont été cités. Nous, concernant, moi, on m'a même dit quand même que j'ai vendu sa tête, j'ai vendu son cerveau, qu'il est possédé, qu'il est dément, qu'il faudrait que je le fasse enfermer, tout ça là. Et que quelqu'un aujourd'hui débarque de nulle part pour me dire que ouais, mais ton fils n'est pas autiste. Je dis ouais, c'est ça, ouais. Ça me touche, ça me blesse parce que je me dis, c'est censé être un compliment, ça c'est clair. Par rapport à notre passé, notre vécu, c'est censé être un compliment, mais ça me blesse parce que j'ai l'impression qu'on minimise, qu'on réduit, on minimise les efforts, on minimise notre parcours, notre petite expérience et tout. Mais après, les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Parce que c'est ça qui est derrière, il a bien été là. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça qui nous amène à nous surpasser, à nous battre davantage et tout. Et quand quelqu'un me dit ton fils n'est pas autiste, ça me blesse. Après, je me dis c'est pas grave, c'est pas moyen à bagarrer. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tant mieux, s'il n'est pas autiste, tu dis Dieu merci. Surtout que, vous dire en passant, comment je vais dire ça, avoir le langage qui s'installe, parler, déjà que parler ce n'est pas forcément communiquer. Pas du tout. Mais on va rester sur parler. Parler, aller à l'école, évoluer dans ses classes, c'est pas tout ça l'individu. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme j'aime à dire, l'autisme c'est bien plus que ça. C'est un package. Et c'est un peu genre Dieu ouvre la boîte de Pandore. Ça ne se réduit pas à ça. Pas du tout. Dieu ouvre la boîte de Pandore et débrouille-toi avec tout ce qu'il y a dedans. Ça ne se réduit vraiment pas à ça. Et parfois, je me retrouve avec des personnes, soit il est trop autiste, soit il ne l'est pas assez. Et on se retrouve dans le club des non-alignés. Non-alignés où... Bienvenue dans le club. Merci. Mais ce club-là est traumatisant pour les parents parce qu'on a cette sensation de ne pas avoir notre place quelque part. Les enfants, ça ne les touche pas plus que ça parce qu'ils ne sont pas conscients de ce challenge-là. Voilà. Mais nous, les parents, nous, les mamans, je ne vais pas dire qu'il n'y a que les mamans qui sont... Voilà. Mais nous, les parents, nous qui sommes directement liés à nos enfants, même quasiment fusionnels à nos enfants, c'est un crève-cœur. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a nulle part où aller. On n'a pas le droit d'exister, ou bien nos enfants n'ont pas le droit d'exister, soit en tant que neurotypique, soit en tant que neuroatypique. On n'a pas le droit, on n'a pas de légitimité en fait. Et c'est un crève-cœur. Mais après on fait avec. Après on fait avec et puis donc voilà quoi. On est obligé de faire avec de toutes les façons. Tu as parlé de Dieu tout à l'heure. Tu as parlé de Dieu souvent, depuis qu'on a commencé. Quelle est sa place dans tout ça? Est-ce que quand tu reçois le diagnostic, tu penses à lui? Est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu as l'impression genre, ok, Dieu m'a abandonné? Et quel est le rapport aujourd'hui? Quel est le lien que tu fais entre Dieu, l'autisme et toi? J'aime bien cette expression, Dieu, l'autisme et toi.
Quand le diagnostic tombe, je ne peux pas faire de rapprochement parce que j'aime à dire aussi que j'étais très jeune, très naïve, très stupide pour encaisser le coup ou bien pour même comprendre l'ampleur de la situation. Et venant d'une famille chrétienne et même pratiquante, moi ayant même fait la chorale et tout, j'ai toujours été le bouton noir de la famille, genre l'électron libre, je vais dire ça comme ça, où j'aime pas les règles, je fais comme je veux, quand je veux. Et on a eu un lourd passif, un lourd vécu où obligatoirement Dieu prend sa place. Que je sois chrétienne, que je sois quoi, peu importe, Dieu prend obligatoirement sa place. Parce que face à une situation, de prime abord, tu sais, tu ne vas pas y arriver, ou tu te dis, tu ne vas pas y arriver. Et puis, Dieu te fait un truc, genre, il te lance une perche et tu te rends compte que, ah, non mais le grand barbu, là, existe quand même. Et c'est que là, tu prends conscience que, hé, je veux pas rentrer dans les détails par rapport à mon vécu, par rapport à ce que Enzo a traversé à un moment donné, mais on ne peut que croire en Dieu. Quand je regarde aujourd'hui, je vois la différence physique, émotionnelle et tout ce qu'on veut de mon fils par rapport à d'autres enfants. On ne peut que croire en Dieu. Je regarde Enzo aujourd'hui, Enzo il y a 10 ans, on ne peut que croire en Dieu. Et même Enzo, il est avec ses propres mots, ses propres expressions, on est dans la prière. On ne peut que croire en Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, si on ne met pas Dieu devant tout ce qu'on fait, qui sommes-nous derrière en fait? Nous ne sommes rien. S'il faille payer des spécialistes, c'est Dieu qui sort l'argent. C'est lui qui décaisse les choses et tout. Moi, il y a des personnes, je parlais de l'orthophoniste Mao tout à l'heure, qui m'a aidé, alors que parfois, j'avais même pas un radis, qui a aidé mon fils, qui nous a aidés, qui nous a pris en charge et tout ça. Parce qu'à un moment donné, ma santé psychologique ne tenait qu'à un fil. Je dis à un moment donné, c'est toujours le cas. Il faut pas se mentir. Mais quand aujourd'hui, je sais que j'ai un réconfort quelque part, je sais que je peux prier et quelqu'un va m'entendre. Et il m'a toujours entendu. Il a dit dans sa parole, tout ce qui bénit n'est poursuivi d'aucun chagrin. Et il me le montre tous les jours. Il m'a béni, j'ai été maman. Très tôt, certes, j'ai été maman. Et il continue à me bénir. Les avancées de l'enfant, que ce soit à l'école, que ce soit humainement parlant, et même les miens. Parce que ma vie tourne aujourd'hui quasiment autour de l'autisme. Parce que quand je crée une école pour enfants autistes, c'est tout ça là. Maman célibataire, on n'a pas forcément les revenus qu'il faudrait pour l'enfant. Il y a le grand barbu qui est là, il veille au grain. Le grand barbu. C'est comme ça que je l'appelle, le grand barbu veille au grain. Donc Dieu a une place hyper importante dans nos vies, même si parfois on a des moments de doute, on a des moments de chagrin, oh, il nous a abandonnés, machin et tout ça là, mais le Seigneur a une place, il l'a toujours eu de toute façon. Même quand j'ai boudé, même quand j'ai voulu fuir, même quand j'ai voulu renoncer, et il y a des périodes où je me suis fâchée contre lui. Mais après, on revient comme un enfant qui revient près de son père, lui demander pardon. Et puis voilà. Ok, je pense que on a un peu fait le tour. On ne peut pas tout dire dans un entretien comme celui-ci. On a juste essayé de toucher quelques points qui nous permettent de savoir qui tu es, d'en savoir un peu plus sur Enzo, le beau garçon que tu as. Et nous sommes fiers. Avec toi, on partage cette joie de sa réussite. On se félicite. Ah ouais, on partage cette joie parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est rare. Je pense j'espère qu'on aura l'occasion de la voir sur dans un de nos studios. Parce qu'en passant, on a une émission aussi qui donne la parole aux enfants. Ah, c'est super. Parce que c'est important de les écouter. On parle d'eux, on parle de leurs choses. À un moment, il est important qu'on leur permette de nous dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Donc, on va te remercier. Merci à vous. Merci. On va te remercier, Karine Gouette, d'être venue. Merci pour le sacrifice. Merci pour l'ouverture. Parce que ce ne sont pas tous les parents qui disent oui quand je vais vers eux. Donc, merci de partager ton expérience. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser. L'idée, c'est de partager ce vécu. Parce qu'il y a plein d'autres parents qui le vivent, mais de voir que ça arrive à quelqu'un d'autre, on se sent moins seul. Et de voir aussi des parcours comme ceux-ci, ça permet de relativiser et de tenir bon. De remonter. Croire,
Ah oui, Oui. d'y croire. Et je vais sortir dessus parce que vous le savez, un de nos mots de passe ici, c'est que tout est possible à celui qui croit. Amen. Il faut y croire pour pouvoir aller plus loin. Amen. Et vous le savez, je ne le dirai jamais assez. On peut faire des efforts tout seul, mais avec Dieu, on va toujours plus loin. Oui. Et c'est là que va prendre fin, voilà, cet entretien. Oui. Merci de rester connecté, merci de partager, merci de nous rendre visite sur Châtel TV. Ça a été un plaisir et ce sera toujours un plaisir. À bientôt, par la grâce de Dieu.